Les titres de cette édition donc, maladie mystérieuse des pêcheurs. Le directeur du centre anti-poison de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar confirme que les produits chimiques retrouvés par le CRS ne sont pas responsables des symptômes spectaculaires. Quant aux pêcheurs affectés, ils ont tous été libérés et ont repris la mer. Émigration clandestine et appui de l'Espagne aux moyens de lutte et de surveillance. Un ancien commissaire de police parle de simple appoint et souligne le rôle central des forces sénégalaises. Campagne de commercialisation de l'arachide, top départ ce matin. Démarrage timide à Tivaouane, à Kolda. Les producteurs en sont au battage des graines alors que les centres de collecte ne sont pas encore ouverts. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang, Mauritanie, décès de Sidi Ould Cheikh Abdellahi. L'ancien président s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un malaise cardiaque. AQMI désigne son nouveau chef, l'Algérien Abou Oubaïda, remplace Abdelmalek Djoukel, tué en juin dernier lors d'une opération militaire française dans le Sahel. Le conflit dans le Tigré, l'Union africaine désigne 3 anciens chefs d'État comme envoyés spéciaux en Éthiopie. Joachim Kissano du Mozambique, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Motlante d'Afrique du Sud vont tenter une médiation. Le menu du journal des sports que vous nous présenterez tout à l'heure. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Ahmad suspendu 5 ans par la FIFA. Il est reproché aux Malgaches une mauvaise gestion des fonds et l'absence de loyauté dans les affaires de la CAF. Tournoi de l'UFOA, le Mali champion en titre entre en lice à 16h aujourd'hui après avoir perdu sur tapis vert lors de la première journée. Les Aiglons vont tenter d'obtenir leur premier point face au Sili de la Guinée. À noter également le basketball avec le tournoi de Kigali. RFM s'intéresse aujourd'hui à Louis Adams, seul joueur de la tanière évoluant au poste 2. Et puis, point de vue, nous évoquerons la gestion de la maladie mystérieuse qui affecte des centaines de pêcheurs. Ce sera avec nos 2 invités du jour. Démarrons ce journal donc avec la campagne agricole, la campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre ce matin. Nous allons d'abord chez le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs qui constate un démarrage timide de la campagne de commercialisation. Il relève que des points de collecte du département de Tivaouane sont ouverts. Modou Fall demande par ailleurs à l'État de payer la dette due aux opérateurs privés stockeurs. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène Modou Fall, qui est le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs, qui constate donc un démarrage timide. À défaut de Modou Fall, nous allons à Kolda, où la campagne ne peut démarrer puisque les producteurs en sont au battage de la graine. C'est pourquoi le point de collecte ou les points de collecte ne sont pas ouverts dans la région. Je vous propose d'entendre les explications de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. C'est aujourd'hui que démarre officiellement la campagne de commercialisation de l'arachide. Mais à Kolda, nombreux parmi les producteurs n'ont pas encore quitté les champs. Ils sont à la phase de battage de leurs graines. Oumar Bari et Dame Sissé, qui sont respectivement des producteurs à Soboulde et à Dingirai, dans le département de Médina Yoro Foulah, le confirment. Présentement, il n'y a que peu de producteurs qui sont prêts pour aller vendre leurs arachides. Bon, il y a d'autres qui sont en train de battre et d'autres vont chercher des machines pour battre. Même les points de collecte ne sont pas encore aménagés. Non, le point de collecte n'est pas ouvert puisque notre opérateur n'est pas venu pour réparer le matériel de commercialisation. Faire poinçonner sa bascule, nettoyer le séco, il n'est pas venu. Mais nous l'attendons incessamment. Les paysans saluent l'augmentation du prix du kilogramme d'arachide qui passe de 210 à 250 francs CFA. Nous accueillons ça à 1000 bras ouverts. Le président de la République est soucieux des paysans. Comme l'a dit le ministre, il veut enrichir le monde rural. C'est ça un président de la République.
qui se soucie de ces militants du monde rural. Malgré cela, des acteurs des marchés hebdomadaires sont en train d'acheter les kilogrammes d'arachide à 275 francs CFA. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Je vous le disais, le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs constate un démarrage timide de la campagne de commercialisation. Il relève que les points de collecte du département de Tivaouane sont ouverts. Modou Fall demande par ailleurs à l'État de payer la dette due aux opérateurs privés stockeurs. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Les points de collecte sont ouverts. Ici, dans le département de Tivaouane, il y a plus de 19 points de collecte. On a commencé aujourd'hui à Tivaouane. On a commencé à nettoyer Pire et au consort. Mais d'ici une semaine, je crois que tous les points vont ouverts, ou bien la majeure partie des points vont ouvrir. La situation globalement, je vous dis, c'est un peu timide parce qu'il y a des points qui sont ouverts aujourd'hui, il y a des points qui n'ont pas encore ouvert. Je vous dis la cause, c'est-à-dire les opérateurs n'ont pas encore reçu leur financement vis-à-vis des banques. Il faut qu'on attende quelques jours pour mieux rentrer dans la campagne. Comme vous le savez aussi, vous savez que l'État nous doit beaucoup d'argent. C'est pourquoi on ne peut pas lever des fonds à la banque. Et quel est le montant de la dette que l'État vous doit? Je ne sais pas la totale, mais il y a des arriérés de l'année passée et les crédits en cours. Mais tout cela, vraiment, c'est un facteur bloquant pour nous pour avoir des financements. C'est pourquoi on sollicite que l'État fait un effort pour qu'on puisse démarrer complètement la campagne. Quant à la Sonacos, elle se dit prête pour la campagne de commercialisation de l'arachide. Toutes les dispositions sont prises avec l'augmentation des sites de collecte et puis 60 milliards sont mobilisés cette année selon le conseiller technique du directeur général de la Sonacos, Mohamedou Faye, par ailleurs directeur de Setuna, une filiale de Sonacos, au micro de Georges Détié-Diop. L'année dernière, nous avions avec ITFC signé une convention de 30 milliards. Donc sur ces 30 milliards-là, l'année dernière, Sonacos n'a pas pu avoir plusieurs tonnes de graines, 30 000 tonnes environ. Et donc, il y a un reliquat. Ce reliquat de 7 milliards donc, permet de démarrer aujourd'hui la campagne, compte nous tenu de 20 milliards qui est resté l'année dernière. En plus de cela, maintenant, il y a également une autre convention qui a été signée de 40 milliards. Donc, vous voyez, il y a environ, aujourd'hui, à Sonacos, 60 milliards pour cette présente campagne. Donc, aujourd'hui, le premier camion qui sera sur nos sites, non seulement il va décharger les graines transportées, mais également il sera payé sans grande difficulté. Il y a des points de collecte traditionnels de Sonacos. C'est le site de Lindiane, le site de Louga, le site de Ziguinchor et le site de Diourbel. Maintenant, pour nous rapprocher le plus possible de ces producteurs-là, vous n'êtes pas sans savoir que le bassin arachidier est en train de se déplacer maintenant vers Vélingara. Donc il y a un site à Kolda, mais il y a un site également dans le Kaffrine, Koungheul, etc., à Tamba, donc pour pouvoir nous rapprocher. En tout cas, il y a 5 sites qui ont été créés, 5 centres intermédiaires qui ont été créés pour pouvoir donc se rapprocher le plus possible de ces producteurs-là. Sonacos est dans les dispositions d'acquérir toute la quantité de graines qui lui est présentée. Il faut triturer non seulement cette graine, mais également il y a une partie qui est réservée un peu à l'export. Vous êtes fixé tout de même un objectif? L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de drainer toute la quantité de graines qui nous est présentée. Il n'y a plus de défaut de paiement, il n'y a même plus de retard de paiement. Les opérateurs sont payés au plus tard 48 heures après livraison. Souvent, ce retard de paiement était dû aux longues files d'attente dans les centres de réception. Mais maintenant qu'il y a des centres secondaires qui ont été créés, donc il y a une fluidité dans la livraison de ces graines. Donc à chaque fois qu'un camion livre, il se trouve même que les gens livrent et qu'ils soient payés sur le champ. Donc les opérateurs, les producteurs peuvent se rassurer. La Sonacos a mis tout le dispositif nécessaire pour pouvoir payer à temps ces opérateurs-là et ces producteurs. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Au lendemain de la publication du rapport du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale sur la maladie mystérieuse des pêcheurs, les causes exactes du problème ne sont toujours pas connues avec exactitude. Le CRS s'est contenté d'orienter les investigations vers les filets utilisés par les victimes. Le rapport évoque la présence d'un certain nombre de produits chimiques, dont le soufre et l'acide phtalique, mais à des teneurs trop faibles pour expliquer les manifestations spectaculaires de la maladie. C'est également la conclusion qu'en tire le directeur du centre antipoison de l'université de Dakar, à Wambaye. Le directeur du centre antipoison, le professeur Mohamedou Fall, rassure les Sénégalais, les produits trouvés dans les différents échantillons d'eau sont inoffensifs, donc n'ont pas d'impact sur la santé. Les produits qui sont retrouvés et que vous avez cités tantôt, acide phtalique, soufre, traces d'acide. En fait, ce sont des contaminants banaux, je vais dire. Parce que l'acide phtalique, comme les phtalates, on les retrouve dans l'eau parce que ça vient des plastiques. Même dans nos eaux de robinet, on en retrouve. Le soufre dans l'eau de mer, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire.
Et l'acide benzoïque, en fait, ça fait partie également de la famille de ces acides phtaliques. Donc, c'est pour dire qu'en résumé, ces résultats, on aurait pu juste dire recherche négative. Parce que ce qu'on voulait voir, pensant que c'était ça qui était responsable de la pathologie, on ne l'a pas retrouvé et en ce moment-là, il faut chercher autre chose. Donc, rassurer vraiment tous les Sénégalais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, mais en fait, ces résultats-là ont montré que ce n'est pas les produits chimiques qu'on avait suspectés qui sont responsables. Et Dieu merci, parce qu'après, on allait chercher c'est dû à quoi, est-ce que c'est des déchets, etc. Même si l'agent pathogène n'est pas encore identifié, le professeur Mamadou Fall, après avoir rendu visite aux malades à Mbao, constate que la situation est bien gérée et jusqu'ici, il n'y a aucune complication. Je suis même passé hier d'ailleurs au poste de santé de Mbao. Ils sont tous guéris et sont rentrés. Donc c'est une pathologie, en tout cas sur le plan clinique, qui a été très bien prise en charge. Les recherches se poursuivent, plusieurs hypothèses écartées. La fameuse maladie garde toujours son mystère. S'agissant des pêcheurs affectés par cette maladie mystérieuse, vous l'avez entendu, le site de recasement installé à la maison de la femme à Thiaroye-sur-Mer est vide. Plus aucun patient au centre de santé de Mbao. Juste un seul malade est retenu pour traitement. Ces pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer qui étaient atteints de la maladie cutanée non encore identifiée sont donc guéris. Certains ont même recommencé à aller en mer. Ils soulignent que la cause de cette maladie n'est pas à chercher dans les filets. Reportage Ndongoka. À Thiaroye-sur-Mer, la vie a repris son cours normal après plus d'une semaine de psychose. Une panique générale causée par l'étrange maladie dermique apparue dans la localité chez les pêcheurs. Dans une maison, les pêcheurs trouvés sur place ont maintenant le sourire aux lèvres. Parmi eux, Khadim Sek, le jeune pêcheur, avait chopé la mystérieuse maladie. Actuellement, Khadim est guéri. Plus aucun signe de la pathologie n'est visible sur sa peau. Mais Khadim a un mot à dire sur les résultats des prélèvements effectués en mer. Selon lui, seuls les filets monofilaments ne peuvent pas être à l'origine de la maladie. D'autres pêcheurs sont plus catégoriques. Pour eux, il est hors de question d'indexer les filets. Ils soutiennent que la cause d'une telle maladie est à chercher ailleurs. Ici, les pêcheurs commencent à retourner en mer. Cependant, l'activité ne marche plus comme avant. Après les débarquements, ils ont du mal à écouler leurs produits. Nonga Thiaroye-sur-Mer, Radio Futur Média. 12h, un peu moins de 14 minutes. Évoquons maintenant la lutte contre l'immigration irrégulière avec le gouvernement espagnol qui a décidé d'envoyer des policiers au Sénégal. Une décision annoncée par la ministre espagnole des Affaires étrangères qui était en visite dans notre pays. D'après un commissaire de police à la retraite, qui précise qu'il ne s'agit nullement pour les policiers espagnols de suppléer à leurs collègues sénégalais. Le commissaire Bassamba Camara souligne qu'ils vont juste venir en appoint, donc avec plus de moyens techniques. Bassamba Camara, joint par El Hadj Ndiogou Diène. Il s'agit uniquement du renforcement de la coopération qui a toujours existé entre la police sénégalaise et la police espagnole. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que les policiers, ce sont les policiers espagnols qui vont venir faire le travail des policiers ou des gendarmes ou militaires sénégalais. Ils ne feront pas le travail à la place. C'est-à-dire maintenant, ce qu'il y a, ils vont venir renforcer la coopération, travailler en synergie pour vraiment essayer de
circonscrit ce phénomène qui est en train vraiment de perturber la société sénégalaise, c'est-à-dire ce phénomène de l'immigration clandestine. Ils ont plus de moyens, donc justement comme ils ont plus de moyens, c'est-à-dire ils vont pas venir ici pour faire le travail à la place des forces de défense sénégalaises, c'est-à-dire ils renforcent la coopération, ils travaillent en synergie et c'est donc dans ce cadre-là qu'ils vont essayer de travailler ensemble. Donc vous savez, il y a une question aussi de souveraineté. Hein. Les policiers sénégalais, les gendarmes et les militaires sont assez outillés quand même techniquement. Peut-être maintenant, sur le plan des moyens, peut-être il y a des choses à faire. Et l'apport des Espagnols peut être une plus-value. Et c'est la raison pour laquelle peut-être ils vont coopérer. Mais ce n'est pas que ce sont eux qui vont venir faire le travail à la place des forces de défense sénégalaises. Et puis la lutte contre l'immigration clandestine doit passer par la création de conditions de fixation des jeunes dans leur terroir. Telle est la conviction du président du conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, qui a signé une convention avec la DER, appelant les fils de Podor à suivre l'exemple de Baba Mal, l'artiste qui a mis à la disposition de la jeunesse plus de 50 hectares pour diverses cultures, maïs, riz, gombo et autres. Mohamed Nabissila. L'initiative Nanka, développée par l'artiste chanteur Baba Mal dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation agricole, reste une initiative de lutte contre l'immigration clandestine. Ce champ ne m'appartient pas, c'est un champ qui appartient aux populations de Podor qui se sont constituées d'abord en GIE accompagné par Nanka, donc que j'ai initié, qui s'appesantit sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. À la jeunesse africaine, nous avons des outils pour leur permettre de rester ici chez nous et de participer au développement de notre continent. À la suite de Baba Mal, fils de Podor, le président du conseil départemental a insisté sur le partenariat public-privé qui est une condition de fixation des jeunes. Et ce partenariat public-privé doit commencer par les fils du département, les hommes d'affaires du département, les privés du département et ensuite des organismes, des institutions comme le conseil départemental doivent eux aussi développer la coopération internationale qui permet de venir investir dans notre richesse qui est l'eau et la terre. Il faut fixer les gens dans leur tiroir, mais il faut créer les conditions de développement de leur tiroir. Et Pape Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide, qui a signé une convention avec le conseil départemental, a expliqué que plus de 150 millions seront destinés à cette ferme. La BNDE et la DER vont financer pour 150 millions pour la ferme, pour les jeunes et les femmes du département, pour retenir les jeunes qui veulent partir dans le cadre de l'immigration irrégulière. Également, le conseil départemental compte dupliquer l'exemple développé par Baba Mal dans beaucoup d'autres localités du Fouta. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le procès entre le collectif des parents d'élèves du groupe scolaire Dior des Parcelles Assainies et la direction de l'établissement se tient à ce moment même devant le tribunal des référés de Dakar. L'audience avait été renvoyée vendredi dernier. Les parents d'élèves s'opposent à la décision de la direction de leur faire payer les 3 mensualités sans cours à cause de la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 au Sénégal, justement, 684 tests effectués, 15 tests sont revenus positifs, dont 4 cas contacts et 11 cas de contamination communautaire. 28 malades ont été libérés parce que guéris. 3 cas graves sont pris en charge en réanimation. On n'enregistre aucun décès. Restons dans le domaine de la santé pour parler de ce plaidoyer pour un recrutement massif de chirurgiens dentistes. Seuls 149 sont recrutés dans la fonction publique alors que près de 500 diplômés sont sur le marché. Le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes SAMES interpelle l'État sur cet état de fait. Le comité exécutif de ce syndicat était en conclave à Toubacouta pour discuter des points qui interpellent le secteur de la santé. Aminata Goudjabi. Tout d'abord, le syndicat attire l'attention des autorités sur l'importance d'introduire l'hygiène bucco-dentaire dans les programmes scolaires. Amadou Yeri Kamara est le secrétaire général du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Sachant qu'une mauvaise santé bucco-dentaire est à l'origine de nombreuses maladies, le SAMES demande à l'État de développer un programme éducationnel permanent à destination des enfants pour leur inculquer de bonnes habitudes en matière d'hygiène bucco-dentaire, mais également de renforcer la division de la santé bucco-dentaire du ministère de la Santé et de
l'action sociale. Des chirurgiens dentistes manquent dans de nombreuses structures sanitaires au Sénégal. Un recrutement massif s'impose pour combler le déficit. La faiblesse du recrutement des chirurgiens dentistes par la fonction publique, aggravée par une dégradation de la formation due à l'insuffisance du matériel pédagogique à l'Institut d'odontostomatologie de l'Université de Dakar, pose de véritables problèmes de disponibilité de chirurgiens dentistes dans les régions périphériques du Sénégal. Le SAMES demande à l'État le recrutement volontariste de chirurgiens dentistes et lutter contre leur chômage et l'exercice illégal de la profession. Durant 2 jours, le comité exécutif national du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes s'est réuni à Toubacouta dans la région de Fatick. Des questions qui interpellent le secteur ont été examinées et parmi elles, le problème de l'indemnité du logement pour les médecins. Amadou Yeri Camara. Les agents de santé sont parmi les rares agents de la fonction publique qui ne bénéficient pas d'indemnité de logement. Cela constitue une véritable injustice. Le syndicat salue tout de même les efforts consentis pour renforcer la carte sanitaire. L'exemple patent, selon le secrétaire général, les 500 milliards de francs CFA annoncés pour davantage normaliser les structures sanitaires. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Et pour clore cette première partie de cette édition, cette nouveauté dans la stratégie de communication du gouvernement, le gouvernement du Sénégal qui compte organiser désormais tous les 15 jours une conférence de presse appelée le gouvernement face à la presse autour du ministre porte-parole du gouvernement. Un certain nombre de ministres répondront aux questions de la presse sur des sujets d'actualité. La première rencontre est prévue demain mardi 24 novembre 2020 à 10h précise au building administratif Mamadou Dia. Prendront part à cette conférence de presse, outre le ministre porte-parole du gouvernement, les ministres suivants, M. Antoine Félix Abdoulaye Diom, ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. RFM, la radio de toute l'actualité. En prélude à l'actualité internationale, ouverture ce matin à Dakar de l'édition 2020 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Les experts vont se pencher sur plus de 100 textes communautaires et 12 projets. La fiscalité intérieure et le régime préférentiel occupent une large place dans les échanges. Plus de précisions avec Anna Rocha. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les économies sont à terre. L'intégration régionale est plus que jamais une nécessité pour la croissance économique. L'évaluation 2019 des réformes, programmes et projets engagés au Sénégal révèle que le taux moyen de mise en œuvre varie entre 70 et près de 78%. Bambaka est le directeur général du secteur financier et de la compétitivité. Dans le cadre du volet technique de l'édition 2020, les 3 nouveaux textes qui ont été introduits portent sur la fiscalité intérieure et le régime préférentiel communautaire. La cérémonie de ce jour est donc une source de réconfort et justifie toute l'attention accordée par l'État du Sénégal au volet intégration dans le cadre de la relance économique post-Covid-19. Avec l'ouverture de cette rencontre, le Sénégal s'est donc à nouveau engagé à œuvrer pour accélérer la cadence dans l'exécution de ces réformes et projets. L'enjeu est de taille, selon Aïssatou Kabou, représentante résidente de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Au moment où nos pays et notre espace communautaire font face à des défis, il est de notre devoir de mettre nos efforts en synergie afin d'être au rendez-vous de la compétitivité et de l'excellence. À l'issue de cet atelier de 5 jours, les experts devront donc établir un mémorandum, lequel sera présenté au chef de l'État. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Georges Didier. Rebonjour, Souleymane Niang. En Mauritanie, décès de l'ancien président Sid Ould Cheikh Abdellahi. Il s'est éteint dans la soirée d'hier à Nouakchott à l'âge de 82 ans. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi est décédé suite à un malaise cardiaque. Il a dirigé la Mauritanie pendant seulement 15 mois avant d'être renversé par un coup d'État en 2008. Un deuil national de 3 jours est décrété par le président mauritanien. Sidi Ould Cheikh Abdellahi était très lié au Sénégal, Mohamed Diop. Sidi Ould Cheikh Abdellahi entretenait des liens historiques et religieux avec le Sénégal. C'est d'ailleurs à l'école normale William Ponty de Dakar où il a obtenu son baccalauréat avant de se rendre en France pour un diplôme supérieur en économie. L'homme se rendait également régulièrement à Kaolack, car il était un disciple de premier rang de Baye Niasse. Et Sidioka, comme le nommait la presse, va marquer l'histoire en étant le premier président démocratiquement élu de Mauritanie.
C'était en avril 2007, car tout ce qu'il avait précédé au poste était venu à travers le colonisateur français ou par un coup d'État. Malheureusement, il sera renversé 16 mois plus tard par l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Et après même le coup d'État, il a fallu l'intervention du président Abdoulaye Wade qui va superviser l'accord de Dakar entre les parties mauritaniennes pour que Sidi Ould Cheikh Abdelaye accepte de démissionner de son poste de président de la République. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Georges, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro de plus en plus dans le collimateur de la justice. L'annoncé du RHDP, le porte-parole du parti au pouvoir, a affirmé que le RHDP ne cédera point au chantage de l'opposition et que la main tendue de Alassane Ouattara n'est pas synonyme de faiblesse. Le RHDP, parti au pouvoir, a tenu un point de presse ce 22 novembre pour dresser le bilan de la situation sociopolitique. Le porte-parole du dit parti, Kobena Kwasi Adjoumani, tient l'opposition pour responsable des violences pré- et post-électorales. Concernant les préalables émis par Henri Konan Bédié avant la reprise du dialogue, le RHDP soutient qu'il n'est point question de succomber à ce chantage odieux et à cette surenchère nauséeuse et inacceptable. Kobena Kwasi Adjoumani est revenu sur le cas Guillaume Soro. Mais c'est après les élections que Soro Guillaume lance un appel aux militaires pour leur demander de déstabiliser notre régime. Ce n'est plus le démocrate qui parle, mais c'est le fauteur de troubles, c'est le déstabilisateur et c'est le rebelle, puisque le président Bédié venait avec Afin Guessa de décréter le CNT, Conseil national de transition, qui est mort-né. Le ministre de la Justice qui a saisi les autorités françaises pour dire qu'il y a un mandat d'arrêt. Donc on attend que ce mandat d'amener-là fasse en sorte qu'il arrive en Côte d'Ivoire et réponde de ses actes. En conséquence de tout ce qui précède, le RHDP estime que les actes posés par Maurice Kakougi Kaoué, Pascal Afien-Guesson et tous les autres ont déclenché les violences électorales et qu'il n'est point question de les libérer, mais de poursuivre les enquêtes à leurs égards. Abidjan, RFM. Au Burkina, l'on est dans l'attente des résultats du double scrutin d'hier, élections législatives et présidentielles. Au terme des opérations de vote, donc le président de la commission électorale nationale, Newton Ahmed Barry, a déclaré que les élections s'étaient déroulées normalement, sauf dans certaines régions en raison de l'insécurité où tous les bureaux de vote n'avaient pas ouvert. Au Mali, AQMI a nommé son nouveau dirigeant pour succéder à Abdel Malik Droukdel, tué en juin dernier lors d'une opération militaire française. Le nouveau chef s'appelle Abou Oubeida Youssef. Selon RFI, il est un ancien membre influent du conseil consultatif de AQMI et de nationalité algérienne. Et puis en Éthiopie, le conflit dans le Tigré, l'Union africaine désigne 3 anciens chefs d'État comme envoyés spéciaux. Il s'agit de Joachim Kisano du Mozambique, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Motlante d'Afrique du Sud. Selon BBC, l'annonce est faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside l'Union africaine. Ils vont tenter donc une médiation, mais l'UIA n'a pas précisé la date de déplacement de ces 3 émissaires en conseil principal du Premier ministre Premier ministre éthiopien, a déclaré à la BBC que les 3 anciens présidents ne vont pas rencontrer, vont rencontrer plutôt que le Premier ministre et ils ne visiteront pas la région touchée par la guerre dans le nord de l'Éthiopie. La visite secrète du Premier ministre israélien en Arabie Saoudite hier pour terminer. Benjamin Netanyahu a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahu était accompagné de Yossi Cohen, le chef du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens, pour cette visite à Neom, ville futuriste située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, près d'Israël. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans une dizaine de minutes, point de vue, nous évoquerons la gestion de la maladie mystérieuse qui affecte des centaines de pêcheurs. Ce sera avec nos 2 invités, Dr Ibou Guissé, membre de l'équipe technique du SNEPS, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, et Fali Louba, docteur en sciences de la communication et du changement de comportement. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Gagne. Rebonjour Suleiman. La FIFA sanctionne le président de la CAF.
C'est la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA qui a sanctionné le président Ahmad pour 5 ans. Une suspension basée sur des faits de corruption, de mauvaise gestion, mais également de manque de loyauté à l'encontre de l'actuel président de la Confédération africaine de football. Ces sanctions, comment les analyser et quelles peuvent être les conséquences dans la course à la présidence à la Confédération africaine de football? Réponse de Salif Diallo, journaliste à l'APS. La suspension pour 5 ans du président de la CAF, c'est une très très mauvaise nouvelle pour le football africain. Parce qu'en 2017, c'est une majorité de fédérations africaines qui l'ont élu. Il a géré pendant 4 ans la CAF, c'est la personne morale de la CAF. Il a mis en place des réformes, certaines bonnes, certaines plus à problème. De toute façon, c'est la personne morale du football africain. Voir cette personne morale être suspendue pour 5 ans, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour le football africain parce que c'est l'image du football africain même qui en pâtit. Le plus important aujourd'hui pour Maître Senghor, il a une expérience en tant que président de fédération africaine en dehors du comité exécutif de la CAF. Il a une autre expérience à l'intérieur du comité exécutif de la CAF. Donc il a une expérience des deux côtés. Il doit proposer un contrat moral, un contrat avec les présidents de fédération africaine. Un contrat qui épouse sa personnalité, qui épouse son expérience, qui épouse sa vision des choses. Il ne peut pas nier qu'il a travaillé avec Ahmad. Il y a eu de bonnes choses, des avancées notables sous le magistère d'Ahmad. Il y a d'autres moins bonnes, comme par exemple cette culpabilité d'avoir eu un comportement inadéquat par rapport à l'affaire de Tactical Steel, un comportement inadéquat par rapport à ce voyage organisé à des fins personnelles. Ça, c'est des choses négatives. Mais l'un dans l'autre, tout le monde connaît Maître Senghor sur la plateforme du football africain. Aujourd'hui, il a tiré toutes ces expériences-là pour pouvoir être un candidat crédible à la présidence de la Confédération africaine. Tournoi de l'UFOA, le champion en titre entre en lice cet après-midi. C'est le Mali qui va jouer pour la première fois au niveau de ce tournoi à Thiès, puisque lors de la première journée, le Mali avait perdu sa rencontre sur tapis vert devant la Guinée-Bissau. La Covid-19 est passée par là. Les Maliens vont jouer donc aujourd'hui face à l'équipe de la Guinée-Conakry à 16h. Objectif pour les champions en titre, obtenir les 3 premiers points pour tenter donc de se qualifier pour les demi-finales. La Mauritanie, quant à elle, va jouer face à l'équipe de la Guinée-Bissau. Le football au niveau national avec Eladj Amadou Wade Di Aswad qui est le nouveau président du Stade de Mbour. Il a été élu hier à l'issue de l'Assemblée générale. Le programme et son ambition pour cette équipe a été dévoilé. Abdelrahman Diallo nous en dit un peu plus. Eladj Amadou Wade Di As est désormais le président du Stade de Mbour. Il fixe ses objectifs pour cette saison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est profiter de cette partie jusqu'à janvier pour élaborer d'abord comment nous fonctionnons en interne. Parce que ce que j'ai dit, chaque fois qu'il y a du monde, il faut des règles. Nous définirons des règles de fonctionnement du comité directeur du Stade de Mbour. Nous définirons les missions et les charges de tout un chacun. Nous définirons les limites et les contours. Les ambitions sportives, être champion du Sénégal, gagner la coupe et gagner la coupe de la Ligue. Le Stade de Mbour a élargi son comité directeur. Ils sont au nombre de 58. L'ancien président du club est membre de ce comité, Saliou Samb. J'ai voulu témoigner devant toute l'assistance de mon accompagnement perpétuel et sans inconditionnel à sa personne, à sa présidence et au Stade de Mbour. Je serai à ses côtés en tant que son petit frère, en tant que son conseiller, et je mettrai aussi la main, comme je dis, à la pâte pour l'accompagner à réussir sa mission, qui est de faire du Stade de Mbour le club fanion du département de Mbour et le premier club du Sénégal. Après l'Assemblée générale, le comité directeur va se réunir et cette fois-ci, c'est pour l'élection du bureau. RFM Mbour. Abdelrahman Diallo. Basketball à présent, RFM s'intéresse à Louis Adams, seul joueur évoluant au poste 2 dans la tanière. Dans la tanière, actuellement à Kigali pour les besoins de la fenêtre FIFA pour les qualifications de l'Afrobasket. Présentation de ce joueur avec Solekam. Le Kombogar sénégalais qui a signé son comeback dans la sélection pour la fenêtre de Kigali s'est transformé en arrière. Un changement de poste qui a porté ses fruits puisqu'il est le seul arrière du groupe. Louis Adams, son nom. C'est vrai parce qu'en 2013, on m'avait sélectionné comme meneur de jeu, mais depuis 2016, on me sélectionne comme arrière. En même temps, je jouais meneur dans certains matchs. Et donc, tu vois, ça ne me dérange pas de jouer ces deux postes parce que depuis que j'ai commencé à jouer au basket, je jouais ces deux postes à la Gendarme, aux États
États-Unis, en Espagne, même à la douane, joue ces 2 postes. Donc ça m'aide beaucoup de jouer les 2 postes et c'est vraiment intéressant. Des conseils de l'ex-sélectionneur Abdourahmane Ndiaye Adidas qui ont beaucoup aidé le joueur. Son entraîneur en club confirme et estime qu'il peut faire des merveilles à ce poste. Mamadou Gueye Pabi. Lui, Adams, c'est le prototype du joueur moderne qui peut évoluer au poste 1 et 2, très expérimenté avec une très bonne vision de jeu, très adroit. Il amène la percussion, accélère les jeux, amène de la folie. Je suis très content de sa sélection parce que c'est là où le bas baisse en équipe nationale, surtout au poste des arrières. Je pense que s'il y met du tien, il peut encore durer encore quelques années. Présentement à Kigali, lui Adams espère aider l'équipe dans sa quête de qualification au prochain Afrobasket. Mon objectif personnel a toujours été d'être ici pour l'équipe, aider l'équipe à s'améliorer et faire tout pour que l'équipe gagne. Ça ne change pas, ça a été toujours mon objectif en équipe nationale et partout où je pars pour jouer. Pour cette fenêtre FIBA, lui Adams et ses coéquipiers vont affronter le Kenya ce mercredi, puis le Mozambique jeudi et enfin l'Angola vendredi. Suleiman, c'est la fin des pages. Merci Malal, bon après-midi et surtout bon appétit. Allez, bye. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 23 novembre 2020, lui, est commentée par Georges Détié-Diop. Bonjour. Les premiers résultats n'édifient guère les Sénégalais sur les causes exactes de cette maladie des pêcheurs. Mais pour le quotidien national Le Soleil, qui dispose des conclusions des prélèvements effectués par l'Institut Pasteur de Dakar et le centre antipoison du ministère de la Santé, la thèse de la pollution chimique est écarté, même si des chercheurs suggèrent dans les colonnes de Libération de saisir les toxicologues et de concentrer les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Cependant, pour le confrère, 10 jours après la découverte du premier cas, le mystère reste entier. Conclusion du journal en une. Le flou total. Voit-on plus clair sur les causes du recul du coronavirus au Sénégal? Enquête n'est pas tranchée, mais semble y voir la thèse de l'immunité collective. Dans tous les cas, celui qui en était son ardent défenseur, Dr Pape Moussa Thior, écrit le journal, a pris sa revanche. Pourtant, souligne enquête, il était voué aux gémonies pour avoir demandé de laisser circuler le virus. Un autre virus qui guette le programme élargi de vaccination. Source A nous en parle. Le problème, estime en effet le confrère, c'est qu'il manque environ 1,6 milliard au budget. La faute, sur ça, l'impute au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, mais au ministère, l'on tient à rassurer. Selon le chargé de com Balé Préra, le financement sera effectif sous peu. L'État fera le nécessaire pour cela. Après la disponibilité des vaccins, il faudra trouver les enfants à vacciner, car d'après les Échos, les Sénégalais font de moins en moins d'enfants. Le journal souligne que c'est ce qui ressort de l'enquête démographique et de santé de l'ANSD, selon laquelle enquête, l'indice synthétique de fécondité passe de 5,3 enfants par femme en 2005 à 4,7 en 2019 et la fécondité des femmes du milieu urbain nettement plus faible que celles qui vivent en milieu rural. Tout autre chose avec ce que l'observateur appelle la traque des réseaux de migrants. Le journal de Futurs Médias informe que l'Espagne va ainsi envoyer des policiers en mission au Sénégal. Leur objectif, freiner la vague meurtrière. Entre la tentative de voyager clandestinement et la mort, il n'y a qu'un pas à franchir. La preuve avec l'Obs qui fait état du chavirement d'une pirogue de 150 migrants en partance pour l'Espagne. Seuls les 50 passagers qui savaient nager ont pu se sauver avant d'échouer au Cap-Vert. Tout cela est sans doute la conséquence du sous-emploi des jeunes. Le journal L'Observateur se demande pourquoi toutes les structures créées par les différents régimes ont échoué. L'échec d'État à lire en pages 4 et 5 du journal. Le reste de l'actualité avec la nomination imminente de Malick Gakou par Macky Sall. D'après le quotidien, c'est Macky lui-même qui confirme l'arrivée de Gakou au palais sans préciser toutefois le poste qu'il va occuper. Le leader du grand parti suit ainsi les pas de Idi
Idrissa Seck, qui, d'après Moustapha Diakhaté, est pris en otage par Macky, l'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, le dit dans Rewmi Quotidien. Dans les colonnes de l'AS, Boubacar Camara, le leader du PCS Djingu, n'est pas tendre avec le leader de Rewmi. Le ralliement de Idi, dit Boubacar Camara, est l'exemple type de la tortuosité politique. Nous restons avec l'AS et cette décision des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ces étudiants, écrit le quotidien l'AS, ont décidé de dédier un monument au DG du CROUS. Ils ont également décrété une année sans grève. Bonne lecture à toutes et à tous. Vous avez dû rectifier de vous-même. La revue de presse est signée Pape Bess Diba. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h40, bienvenue à Point de vue. Nous discutons de la gestion de la maladie mystérieuse qui a affecté des centaines de pêcheurs, puisque la plupart d'entre eux semblent guéris et certains d'entre eux ont repris le travail. Mais comment tout cela a été géré, notamment au plan de la communication? Nous allons en discuter avec le docteur Ibou Guissé, membre de l'équipe technique du SNEPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Docteur Ibou Guissé, bonjour. Bonjour, Suleiman. Nous sommes également avec Falilou Ba, docteur en sciences de la communication et du changement de comportement. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, Suleiman. Alors, vous avez suivi ce dossier, j'imagine, de très près. Les dernières nouvelles, c'est le rapport publié hier par le Centre régional de recherche en écotoxicologie et en sécurité environnementale, le CERES, sur les causes probables de cette affection aux symptômes spectaculaires qu'on a notés sur des centaines de pêcheurs. Vous avez entendu également tout à l'heure dans ce journal la réaction du directeur du centre anti-poison de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et dans le reportage de notre correspondant dans la banlieue d'Ongoka, la réaction de certains pêcheurs qui avaient été affectés par cette maladie mystérieuse et qui doutent que la cause de cette maladie soit à rechercher sur les filets qu'ils utilisent dans leurs opérations de pêche. Tout cela pose la question de la gestion de l'information et de la communication entre les différentes parties prenantes à cette affaire. Docteur Ibou Guissé, pensez-vous que la communication autour de cette problématique ait été gérée comme il se doit, selon les normes que vous connaissez vous-même? Absolument. Merci donc, M. Niang. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. En fait, il faut dire que je voudrais d'abord, avant tout, apporter ma solidarité et compatir avec tous ceux qui interviennent dans le secteur de la pêche. Parce qu'il faut le dire, ce secteur a traversé des moments particulièrement difficiles. Parce qu'il y a eu une interdiction provisoire d'aller en mer, il y a eu une vente de poissons à cause de la méfiance et surtout à la circulation des rumeurs. Maintenant, par rapport à votre question, je crois que la communication a été gérée et bien gérée pour ce problème bien précis. Parce que c'était une maladie mystérieuse, comme vous l'avez dit. Et donc, il fallait être très prudent par rapport aux interventions des uns et des autres. Parce que rien ne sert d'aller trop vite en besogne, donner des informations, ensuite reprendre ou bien revenir sur les affirmations d'hier. Donc, c'est très compliqué, ce qui fait que les équipes ont été très prudentes. À l'état actuel des choses, les recherches, ce que les recherches ont montré, on a donné les bonnes informations et on s'est arrêté là. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est ce qui est arrivé, par exemple, au niveau de la gestion de la COVID-19, que les gens parlent, affirment des choses, ensuite reviennent sur ça. Ça ne fait que contribuer à la méfiance des populations et
accentuer la circulation des rumeurs et favoriser la désinformation. Justement, à ce sujet, docteur Falilou Ba, docteur en sciences de la communication et en changement de comportement, le docteur Ibou Guissé l'a évoqué tout à l'heure, le principal risque, c'était la propagation de rumeurs avec tout ce que cela comporte comme risque sur les comportements de consommation, sur les comportements à risque par rapport à la menace non encore clairement identifiée. Est-ce que, à votre avis, les choses ont été bien prises en charge, la bonne information communiquée et les changements positivement adoptés par les parties prenantes, d'après vous? Ah oui, mais de toute façon, il faut savoir que quand même dans ce cas-là, il y a en réalité une urgence parce que la communication informelle n'attend pas. Et cette communication informelle, elle porte souvent sur deux aspects, sur des infox, par des gens qui ne connaissent pas grand-chose de la situation, mais qui vont dire des choses parfois même fallacieuses. Le tout est son contraire. Il y a également des esprits malveillants qui vont peut-être utiliser cette situation pour parler de choses qui peuvent faire peur, comme en liant la maladie, par exemple, à la COVID-19 ou en liant la maladie avec les victimes donc des naufragés dans la mer. Donc, il y a eu tous ces problèmes-là. C'est pourquoi, quand le docteur Guissé dit, oui, il fallait faire attention, il fallait faire doucement, oui, il faut faire doucement, mais il faut également activer parce que la rumeur, quand elle est lancée et ça a eu des conséquences, elle va très vite et il est très difficile de pouvoir la récupérer. Et ce qui s'est passé au niveau de la population, c'est que les populations ont boycotté pendant un moment tout ce qui est produit de la mer. Et ça, quand même, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas eu... C'est vrai, on ne doit pas se précipiter, mais il faudra vite activer quelle forme de communication on doit faire. Je pense qu'à ce niveau-là, je dois saluer la première forme de communication qui est une communication institutionnelle, qui a vu le ministre, et là même je peux le déplorer un peu, un ministre, parce qu'il y a plusieurs ministres qu'on devait voir, il y a le ministre de la Santé qui était au devant, on devait également entendre le ministre de la Pêche et le ministre de l'Environnement parler. Et donc ça, on les a entendus quand même, on les a invités sur les plateaux, ils se sont prononcés dans les journaux, etc. Alors c'est bien. Donc, et ça, c'est qu'un moment de la communication parce que ça peut rassurer la population, montrer que les autorités, le temps politique a joué. Mais après, il y a le temps scientifique qui doit jouer. Et ce temps scientifique, ça doit être en fait les acteurs, les experts de la situation qui doivent parler. C'est pourquoi je me réjouis d'entendre aujourd'hui que le centre s'est prononcé et que les experts à la situation se sont prononcés. Cela dit, Falilou Ba, cela dit, au-delà de la célérité de la réaction, il y a aussi la question de la crédibilité de l'information fournie. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans notre reportage, certains pêcheurs doutent des conclusions émises par des centres quand même de référence en matière scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas un maillon manquant? Comment faut-il communiquer des informations de type scientifique à des gens qui ne sont pas forcément aptes? C'est pas une question d'aptitude. Nous-mêmes ne sommes pas aptes à interpréter toujours de la meilleure des façons des informations très spécifiques, très scientifiques. Comment faut-il faire pour que l'information passe et soit adoptée? Mais je pense qu'en fait, en ce moment-là, il y a une difficulté que vous évoquez et qui est réelle, c'est qu'en réalité, le discours scientifique, parce qu'il y a fondamentalement une communication experte à développer. Et cette communication experte, elle doit en réalité revenir sur les éléments scientifiques de la chose. Mais après cela, il faudra quand même regarder comment il faut faire véhiculer ce message-là. Et là, on doit utiliser des éléments empiriques, c'est-à-dire des éléments concrets, réels à la portée de la population. Et je pense que c'est ça qui a manqué. On est resté dans un discours purement scientifique avec des éléments factuels, mais je pense qu'il fallait également revenir vers les populations, adopter un discours beaucoup plus à leur portée, nous parler en fait des éléments simples à notre niveau pour pouvoir le comprendre. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudra encore travailler parce que quand il y a méfiance et quand il y a doute par rapport à un discours ou une cause sociale qui se prend en charge, la difficulté c'est que les populations auront du mal à marquer en fait le temps du comportement qui est souhaité. Parce que l'individu qui ne croit pas à ce qu'on lui dit aura des difficultés quand même pour pouvoir quand même aller vers le comportement souhaité. Et je pense qu'à ce niveau-là, comme vous le dites bien, il y a un maillon manquant, mais je pense que c'est moins un maillon manquant, mais il y a en fait un langage manquant. Il y a un langage scientifique qu'on a développé, il y a une écoute populaire
qui est là, il faudra également ramener ça à un langage purement populaire. Maintenant, ça, il faudra également travailler dans ce créneau-là. Et je pense à ce niveau-là, les communicants peuvent être dans ce créneau-là pour rabaisser le discours scientifique vers un discours beaucoup plus à portée de la population. Merci Fally Louba, docteur en sciences de la communication et du changement de comportement. Dernière question au docteur Ibou Guissé. Vous avez entendu le docteur Fally Louba sur la question de la crédibilisation et de la simplification des messages après que des découvertes scientifiques ont été faites. Alors, vous, pratiquement, comment vous faites ce travail? On a remarqué que sur des questions de crise sanitaire, la crise du Covid-19 en est l'illustration. Il y a toujours une certaine méfiance par rapport à l'information publique officielle sur les causes, les manifestations et les moyens de prévention. Cela s'est posé également dans cette crise de cette maladie mystérieuse. Comment vous travaillez, vous, à aider à porter le message, l'information publique en direction des bénéficiaires? Voilà, merci beaucoup Souleymane. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait en phase avec M. Ba. C'est que nous, en tant que scientifiques, on a du mal à simplifier véritablement nos messages. Nous devons apprendre à parler aux populations en des termes que ces populations peuvent comprendre. Et c'est ça toute la difficulté. Parce que souvent, dans nos discours, nous utilisons des termes scientifiques qui ne sont pas à la portée des populations. Et ça, on est en train de le rectifier. Parce que même avec la COVID-19, à un moment donné, on a changé de stratégie. C'est-à-dire qu'on travaille avec les communautés dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la co-construction. Donc, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est ce que vous recommandez dans le cadre de cette maladie mystérieuse, parce qu'on n'est pas encore sorti totalement de la crise, ne connaissant pas les causes réelles? Est-ce que c'est ce que vous recommandez? C'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que pour cette maladie mystérieuse, ça concerne une communauté bien définie. Bien que, quand même, ça touche tout le monde, parce que il l'a souligné, il y a une mévente de poissons, il y a cette méfiance envers les produits de la mer. Et donc, ça concerne tout le monde. Mais, particulièrement pour les pêcheurs, il faudra qu'on aille vers cette communauté, leur expliquer, leur donner les conclusions du rapport en des termes que ces communautés pourront comprendre. Et les rassurer pour leur dire que les investigations vont continuer. Et heureusement d'ailleurs, parce que justement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de contamination secondaire. Ça, c'est un premier fait. Merci. Il y a que les pêcheurs qui ont été en mer, tous des hommes qui ont été atteints. Ces gens-là qui étaient en mer, qui sont atteints, n'ont pas infecté d'autres personnes. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie infectieuse. Et donc, tout à fait, on peut expliquer à ces gens-là qu'est-ce qui s'est passé et que, véritablement, les investigations vont continuer. Ça peut prendre un peu de temps, mais bientôt, quand même, nous aurons véritablement les explications. Merci. Merci à vous, docteur Ibou Guissé, membre de l'équipe technique du SNEPS au ministère de la Santé et de l'Action sociale. À 12h52, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, mise en ligne assurée par Yacine Pouy, à la régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes. Au revoir. Amdi, le premier groupe universitaire du Sénégal, démarre ses cours pour l'année académique 2020-2021 le 16 novembre 2020. Vous êtes bachelier, étudiant ou professionnel à la recherche d'une formation de qualité. Trouvez-nous sur la